C'est vous qui êtes notre équipe et tous ceux qui ont voté pour cette élection. C'est notre grande campagne nationale. Et je me rends compte que c'est une reconnaissance pour tout ce que nous avons fait pendant ces années qui n'ont pas été faciles. Maintenant, nous allons pouvoir continuer à travailler aussi dur et aussi bien à l'avenir. Le ton est exalté, presque euphorique, et pourtant le résultat, lui, est tout sauf une surprise. Vladimir Poutine a donc été réélu triomphalement la nuit dernière à la tête de la Russie. Une victoire attendue, même si elle dépasse encore par son ampleur ce qui avait été pronostiqué jusque-là. Plus de 76% des suffrages. C'est tout simplement le meilleur score jamais réalisé par Vladimir Poutine qui se présentait pour la 4e fois devant les électeurs russes. On en parle avec vous, Vladimir Pozner. Bonjour. Bonjour. Venez me rejoindre, vous êtes journaliste, vous êtes documentariste, vous êtes écrivain franco-russo-américain. Vous êtes très connu ici, mais aussi aux États-Unis, puisque vous avez notamment animé des émissions des deux côtés à l'époque du Pacifique, des émissions qui symbolisaient le rapprochement entre les deux pays du temps de la perestroïka. Et on vous connaît aussi en France, puisque vous êtes de mère française. Exactement. Cette victoire, pour vous, elle représente quoi? C'est un triomphe vraiment ou juste une évidence, presque une fatalité? C'est les deux, c'est une fatalité, mais c'est aussi un triomphe parce qu'on n'attendait pas que M. Poutine allait recevoir tant de support. On disait peut-être 55%, peut-être un peu plus. Tout de même, il a reçu 76%. C'est énorme. Et c'est un mandat pour faire des choses importantes. Et je crois qu'on verra dans ces 6 années des grands changements en Russie, justement. Ça va être différent de ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce que vous nous dites. D'abord, chacun scrutait ce taux de participation. C'était la donnée essentielle. On est finalement à 67%. C'est mieux qu'en 2012, mais pas beaucoup mieux. C'est significatif. On entend des ONG dire on a tout fait pour faire voter les gens, on a offert à manger, on a offert des places de spectacle. Est-ce que ça pèse sur le résultat final, ça, d'après vous? Pour manger, écoutez, les gens n'ont pas tellement faim. Ici, quand on va voter, il y a toujours un petit stand. On peut boire du Coca-Cola, on peut prendre un sandwich, c'est toujours comme ça. C'est dans la mentalité russe, c'est un trait culturel festif plus qu'une volonté de manipuler le suffrage? Certainement, et ensuite pour les Russes en général, voter ce n'est pas encore quelque chose qu'on comprend comme un devoir civil. Parce que c'était toujours quelque chose qu'on faisait parce que c'était la chose à faire, surtout dans les années soviétiques, quand il n'y avait pas de choix du tout. Mais on allait voter de toute façon. Maintenant, c'est changé, mais tout de même, la pensée est un peu la même. Alors, c'est pas tout à fait comme en Europe occidentale. Et ça, il faut le comprendre. Et pour les 67%, c'est pas mal. Mais je sais qu'il voulait plus, 70. Oui. Pas arrivé, hein. Oui. Alors tout de même, mais c'est indicatif. Non seulement ça, mais à Moscou, par exemple, c'était 55 ou 52. Oui. À Saint-Pétersbourg, 56. Alors vous voyez que c'était pas aussi bon que tout ça. Vous l'analysez comment? Par une forme de résignation d'une partie de l'électorat, notamment urbain, ici à Moscou? Je crois que c'est plusieurs choses en même temps. D'un côté, il va gagner de toute façon, alors pourquoi aller voter? D'un autre côté, on ne peut rien changer, pourquoi aller voter? D'un autre côté, bon, c'est dimanche, je veux aller à la campagne. C'est tout genre de choses. Comment diriez-vous, comment l'expliqueriez-vous plutôt que face à ce président qui a quand même mobilisé hier 3 électeurs sur 4, 3 électeurs sur 4 qui ont mis un bulletin dans l'urne, ont mis un bulletin Poutine dans l'urne, et finalement on se retrouve avec les 7 autres qui se partagent les 25% restants. J'ai utilisé l'image hier un peu pour rigoler de Poutine et les 7 nains, mais c'est vraiment ça. Pourquoi aucune alternative n'émerge? Ça, c'est un défi pour Poutine. Le fait qu'il n'y a pas d'autres candidats, d'autres personnages qui intéressent le peuple. Il n'y a personne. Et c'est un peu grâce à ce que Poutine a fait pendant ces années, parce qu'il a éloigné beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui ne veulent même pas risquer ça. Alors ça, c'est un problème sérieux pour la Russie et pour la démocratie. Hein. Quand vous dites c'est ce qu'a fait Poutine, c'est la crainte qui l'inspire, ou bien ce sont ses succès à la tête du pays, et il cite souvent la stabilité? Je dirais les deux. La stabilité est très importante pour les Russes. Ils ont marre de changement. Le fait qu'il leur a redonné leur sentiment de fierté qu'ils avaient perdu dans les années 90, mais aussi un peu dangereux peut-être de se battre contre Poutine. Pour vous, c'est quoi la principale réussite de Poutine?
Sinon on devait en citer une au cours de ces 18 années déjà à la tête du pays, si on inclut évidemment l'intermède avec Medvedev, cette sorte de rock aux échecs, où l'un prend le poste de Premier ministre et l'autre de président. Tout à fait. Le grand succès, c'est qu'il a le support de la nation, vraiment. Parce qu'il a remonté la Russie économiquement ? Non, il a redonné aux Russes le sentiment de fierté qui pour eux est la chose la plus importante. On veut bien moins manger, moins avoir d'argent, mais être fier de son pays. Et pendant plus de 10 ans, il n'y avait pas cette fierté. C'est lui qui l'a rendu en disant à l'Occident, vous ne pouvez pas nous ignorer, vous ne pouvez pas nous traiter comme un pays d'aucune importance. C'est ça la chose. Mais cette chose-là ne peut pas durer pour toujours. Oui. Alors, pourtant, justement, les 6 ans qui vont maintenant arriver, ça, on verra. Ça sera quelque chose de différent. Justement, quel est le principal défi? Qu'est-ce que Poutine n'a pas fait jusque-là ou qu'est-ce qu'il a raté jusque-là et qu'il va devoir résoudre dans les 6 prochaines années? C'est l'économie, nettement. La Russie ne progresse pas économiquement. Elle est dans une situation un peu de rien du tout. Elle ne gagne pas. Alors c'est là qu'il faut changer les choses, que les gens veulent travailler. Pour la jeunesse, question, mais qu'est-ce que je fais demain? Est-ce qu'il y a un futur pour moi ou non? C'est là où il doit faire un effort énorme. Pour vous, la Russie, c'est une démocratie aujourd'hui? Non, c'est un pays qui, peu à peu, si vous voulez, bouge dans la direction de démocratie. Mais ce n'est pas encore un pays démocratique parce que les gens ne sont pas démocratiques. Ils n'ont pas ce sentiment. Il n'y a jamais eu de démocratie en Russie. Et alors c'est quelque chose qui s'apprend. Merci beaucoup Vladimir Pozner. En tout cas, ce que vous évoquez là, ce sentiment que vous évoquez, il est partagé par plusieurs dirigeants de la planète. Alors si bien sûr il y a des télégrammes de félicitations qui se bousculent ces dernières heures, il y a aussi quelques bémols, notamment du côté de l'Europe. Écoutez. La Russie restera un partenaire difficile, mais nous avons besoin d'elle pour trouver des solutions aux conflits internationaux majeurs. Pour cette raison, nous voulons maintenir le dialogue, mais nous demandons aussi que la Russie contribue de manière constructive, davantage que par le passé. Pardon ? Il y a eu Macron, il y a eu l'Allemand. Au sujet de la Syrie, le président de la République a fait part de sa grande préoccupation sur la situation, tant dans le canton d'Afrin que dans la Ghouta orientale, et a appelé la Russie à faire ses meilleurs efforts pour que cessent les combats et les pertes civiles. Je vais vous dire, je vais vous le rappeler. Dans la question, venez ici. Ok, et j'ai compris qu'il faut plus par là et moins monsieur. Voilà, et à mes côtés, j'accueille Thierry Mariani. Bonjour, vous présidez l'association Dialogue France-Russie. Vous avez été député Les Républicains pour les Français de l'étranger, la 11e circonscription, celle qui couvrait la Russie. La Russie, c'est une longue histoire pour vous? Oui, écoutez, ça a commencé tout simplement quand j'étais dans une école militaire où j'étais quasiment forcé d'apprendre le russe parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide. Et depuis, c'est devenu un plaisir et non plus une contrainte, c'est ça? Oui, depuis, c'est devenu un plaisir, comme toute la zone, on va dire, de l'ex-Union soviétique, parce qu'à force, c'est une zone que je commence à connaître un peu. Alors, ces réactions qu'on écoutait à l'instant, je vous les résume, parce que c'est vrai que vous nous avez rejoints en cours, Thierry Mariani, mais on entendait notamment le ministre allemand des Affaires étrangères qui espérait que la Russie se prête davantage au dialogue. On sent un certain scepticisme du côté de l'Allemagne, et puis aussi du côté de la France. Félicitations par un communiqué de l'Élysée, qui là aussi demande néanmoins des éclaircissements sur cette fameuse affaire Salisbury, la tentative d'assassinat sur un espion, Sergueï Skripal. D'abord, avant de revenir sur le fond de l'affaire, faut-il, pour vous, Thierry Mariani, aujourd'hui avoir peur de Vladimir Poutine? Est-ce qu'on n'a quand même pas des raisons de s'inquiéter un peu en ce moment en Occident et en Europe quand on voit justement ce qui se passe, quand on voit cette affaire de Salisbury, entre autres? Cette affaire, c'est assez extraordinaire, parce qu'en réalité, on demande à la Russie, à Vladimir Poutine, de prouver qu'ils sont innocents. D'habitude, c'est l'inverse. Voilà, quand j'entends, par exemple, la déclaration du président de la République française, tout laisse à penser que... Mais ce n'est pas une preuve. Il y a quand même un gaz, le Novichok, qui, jusqu'à présent, n'avait été utilisé que par les Russes, dont on savait que les Russes l'avaient en leur possession dans les années 80. Oui, jusqu'à présent. Mais je répète, normalement, on doit prouver la culpabilité de quelqu'un et on ne demande pas à quelqu'un de prouver son innocence. Voilà. Deuxièmement, on a toujours ces sanctions qui pèsent depuis des années, où on se demande quand est-ce qu'on va oser les enlever. Vous le regrettez? Oui, bien sûr, elles sont stupides. Elles n'ont aujourd'hui plus aucun fondement. Et aujourd'hui, franchement, la non-application des accords de Minsk, elle est autant de responsabilité ukrainienne que russe. L'Europe n'a pas eu raison de réagir face à ce qu'elle a perçu comme étant, avec notamment l'annexion de la Crimée, la violation de souveraineté d'un pays ami, d'un pays européen et d'un pays ami de l'Union européenne?
Je pense qu'il aurait dû y avoir un peu plus de discussion. La Crimée, il y a quand même eu un référendum. On peut contester les conditions de ce référendum. Mais aujourd'hui, quand je vois la déclaration du Quai d'Orsay hier disant, à l'occasion de l'anniversaire du retour de la Crimée, on attend que la Russie rende la Crimée. Regardons la réalité. La Russie ne rendra jamais la Crimée parce que les Criméens se sentent russes. C'est une région à laquelle je suis allé souvent. Et je pense qu'il faut avoir une politique un peu plus réaliste. Il n'y a pas une volonté malgré tout de la part de la Russie aujourd'hui, de la part de Vladimir Poutine, de diviser l'Europe, de favoriser le Brexit, de favoriser les mouvements identitaires? Pourquoi est-ce que le FN et tous les partis nationalistes sont invités ici en tant qu'observateurs? Vous le comprenez, ça? Bien sûr, mais parce que, attendez, les Républicains sont aussi invités. J'étais avec une vingtaine de députés ou d'anciens députés et sénateurs. Tout simplement, la gauche a toujours eu une attitude extrêmement réservée vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie. Et le pouvoir actuel et sa majorité ont une attitude, pour le moment, un peu hésitante. Oui. Quel projet porte aujourd'hui Russie Unie? Qu'est-ce qui attire? Parce que c'est vrai qu'on voit même l'ensemble de la droite française progressivement se tourner vers la Russie. Quelle est l'opportunité que vous offre finalement comme perspective Russie Unie? Qu'est-ce qu'on voit à travers la Russie? On voit un État qui d'abord pense à ses intérêts. Ça peut sembler primaire comme remarque, mais je pense que la première des choses quand on fait de la politique, c'est d'abord se poser une seule question, enfin une principale question, qu'est-ce qui est l'intérêt de mon pays? Et la Russie a su appliquer ce principe, quitte par moments à un peu bousculer les autres, mais voilà, la nostalgie ou ce qu'on admire un peu dans le régime de Vladimir Poutine, c'est un pays qui, comme à l'époque le général de Gaulle, savait dire voilà, mon intérêt c'est ça et je le défends. Vous dites, Poutine n'est pas notre adversaire. Tout de même, écoutez ce qu'il disait. C'était lors de son discours annuel devant les corps constitués de la Fédération de Russie. C'était le 1er mars dernier, autant dire avant-hier. Écoutez. Volant à basse altitude, portant une ogive nucléaire avec une portée presque illimitée, des trajectoires de vol imprévisibles et la possibilité de contourner l'interception par des boucliers antimissiles, ce missile de croisière discret est invincible pour tous les systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne existants et futurs. Un missile de croisière de portée illimitée, décrit comme quasi invulnérable, ça ne vous fait pas peur? Ça, c'est destiné à qui? À nous, non? Écoutez, je crois que c'est aussi une réponse à un budget militaire américain qui explose. Voilà, remettons un peu les choses en place. Le budget militaire russe est à peine supérieur au budget militaire français. C'est aujourd'hui le 4e budget au monde. Même l'Arabie Saoudite a un budget supérieur au niveau des dépenses militaires à la Russie. Donc, quand l'un de vos adversaires potentiels augmente son budget de 10%, c'est quoi la réaction normalement d'un État qui se défend? C'est le dire, je regarde, ou moi aussi, je peux vous montrer que j'ai des muscles. Donc, pardonnez-moi, mais ça me semble être tout simplement la conséquence de cette course à nouveau aux armements que vient d'engager l'Amérique. Vous le soutenez aussi sur la Syrie? Oui, et je le dis très clairement, je connais bien la Syrie, j'y suis allé 4 fois ces 2 dernières années. Heureusement que la Russie est intervenue, autrement on aurait peut-être un régime djihadiste à Damas en ce moment. S'il est de bonne foi, Vladimir Poutine, pourquoi ne fait-il pas respecter par son allié, et certains disent son obligé, Bachar el-Assad, le cessez-le-feu quotidien de 5 heures sur la Ghouta orientale que l'armée syrienne continue de bombarder sans discontinuer? Je crois que là aussi on a un double... C'est très difficile de savoir la vérité. Dans une guerre, c'est toujours la vérité qui est la première victime. Si vous écoutez les Russes et les Syriens, ils vous disent en réalité c'est les djihadistes qui empêchent la population civile de partir. Voilà, qui dit la réalité sur la Ghouta? Franchement, j'en sais rien. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, il n'y a pas que des sympathisants à Vladimir Poutine en Russie. Parmi les réfractaires, bien sûr, il y a ceux qu'on voit. Seul un votant sur 5 hier a fait un autre choix que lui. Certes, c'est peu, mais il y a aussi tous ces Russes qui n'ont pas voté tout simplement par rejet, par fatalité, par indifférence, par peur peut-être aussi, car s'opposer à Vladimir Poutine en Russie, c'est parfois prendre un risque, comme nous le montre ce reportage d'Elena Voloshin. Sur ce pont, aux portes du Kremlin, par moins 20 degrés, Grigory Saksonov monte la garde. Depuis l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov il y a 3 ans, ici, des bénévoles se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour préserver son mémorial improvisé. Le plus dur pour nous ici, ce n'est pas tant la météo. Le plus terrible, c'est la haine des gens. Ils pissent, ils crachent, ils nous insultent, ils nous brisent les os, ils frappent même les femmes. L'an dernier, après un énième passage à tabac, l'un de ses bénévoles a succombé à ses blessures. Victime d'un climat de haine envers les opposants alimenté par les chaînes de télévision du Kremlin.
Pendant 15 ans, Dmitri Skoroboutov fut le rédacteur en chef des journaux télévisés de la chaîne publique Rossiya. Tous les soirs, sa direction lui envoyait ses documents. Nous les appelons les stop lists. Il s'agit des thèmes, des personnes ou des événements qu'il est interdit d'évoquer à l'antenne. N'importe quel mouvement social, n'importe quelle expression de mécontentement vis-à-vis du pouvoir est tabou pour la télévision publique. Objet du lynchage médiatique, les ONG de défense des droits de l'homme, comme Mémorial, classés agents de l'étranger par l'État russe. Les autorités et la télévision d'État martèlent sans cesse à l'opinion publique que nous sommes des ennemis, des nuisibles, et qu'il faut nous combattre. Pour avoir participé à une manifestation contre la réélection de Vladimir Poutine en 2012, Alexei Polikhovitch a purgé plus de 3 ans dans une colonie pénitentiaire. Des arrestations aussi massives, suivies d'une réaction aussi dure du système judiciaire, avec une quarantaine de personnes jugées en pénal, c'était une première dans la Russie de Poutine. Depuis, ceux qui défient Vladimir Poutine savent ce qu'ils risquent. Et ils ne s'attendent pas à ce que sa réélection soulève une vague de protestations comme il y a 6 ans. Voilà, et j'ai été rejoint entre-temps par Tatiana Tchernikova. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste pour l'ONG Mémorial, dont on vient de voir d'ailleurs l'un des représentants dans ce reportage, d'Elena Volochine. C'est dur d'être contre Poutine en Russie aujourd'hui. C'est difficile à vivre. On subit des pressions ? Oui, on subit des pressions. Par exemple, il y a le cas de l'opposant Boris Nemtsov qui a été tué. On connaît aussi le cas de meurtre de notre collègue Natalia Estemirova, qui n'est toujours pas investiguée. Il y a la pression, par exemple, sur les dirigeants de Mémorial en Tchétchénie, notamment Ayoub Titiev, notre dirigeant, vient d'être arrêté pour une affaire fabriquée. Donc souvent, il y a des risques très importants pour les opposés. Il y a des sujets tabous aujourd'hui en Russie qu'on n'a pas droit d'évoquer, comme par exemple ce qu'on appelle nous en Europe l'annexion de la Crimée, ce que vous appelez côté russe le rattachement, ou bien justement, vous venez de le dire, l'assassinat de Boris Nemtsov. Quels sont ces sujets finalement dont on ne peut pas parler aujourd'hui et qui peuvent valoir des pressions très graves jusqu'à celles que vous venez d'évoquer ? Oui, par exemple, si on parle de l'annexion de la Crimée, on a une loi qui permet de poursuivre les gens pour la contestation du territoire russe, c'est-à-dire qu'on conteste que le territoire russe appartient à la Russie. Donc, on peut parler de l'assassinat de Boris Nemtsov, mais ça ne mène pas à l'investigation. Et donc, il y a beaucoup de risques, par exemple, les risques liés à la critique du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Qui est un, on peut le dire, un allié de Vladimir Poutine. Oui. C'est un allié de Vladimir Poutine, auquel Vladimir Poutine permet de faire beaucoup de choses en échange, comme il dit, de la tranquillité en Tchétchénie, de la politique pro-russe de la Tchétchénie. Oui, il a fait des scores importants d'ailleurs en Tchétchénie, Vladimir Poutine. Oui, il a fait des scores, je crois que c'est à peu près 90%, mais par contre, il y avait certains bureaux de vote où il y avait les électeurs, les observateurs de Navalny qui ont observé en Tchétchénie, et là-bas, le taux de soutien de Poutine était plus bas et le taux de participation aussi était plus bas. Oui. Donc ça dépend aussi de l'observation. Alexei Navalny, le grand opposant de Vladimir Poutine, qui avait notamment participé aux manifestations de 2011 et 2012, aux côtés, à l'époque, de Boris Nemtsov, avant que ce dernier soit assassiné, et qui ne participait pas, lui, Alexei Navalny, à l'élection d'hier. Il a envoyé 33 000 observateurs dans les bureaux de vote. Vous-même, vous avez entendu parler de fraude, d'irrégularité ? Oui, j'ai entendu parler des fraudes, mais je pense que ces élections sont surtout marquées par les problèmes liés à la registration des candidats. Par exemple, Alexei Navalny, c'est un opposant qui est assez fort, qui a marqué un bon score à l'élection de maire en 2013, et à cause d'une affaire fabriquée pénale, voilà, le maire de Moscou, et à cause d'un cas criminel fabriqué contre lui, il n'a pas pu participer à ces élections. Donc je pense que le problème, c'était le manque de concurrence. Quand il n'y a pas de concurrent fort, on n'a pas besoin de faire beaucoup de fraude pour que les élections ne soient pas justes. Comment vous expliquez, vous, que cette opposition ne soit pas plus forte, justement, qu'elle soit totalement atomisée, comme on l'a vu hier, et que même ses leaders, Alexei Navalny en l'occurrence, s'en prennent les uns aux autres? Il a quasiment humilié Ksenia Sobchak hier sur sa propre télévision à lui. Oui.
Moi, personnellement, je regrette cela. Je trouve que déjà l'opposition démocratique, elle est en minorité en Russie. Et c'est vrai que cette atomisation, ça mène à beaucoup de conflits et au fait qu'il n'y a pas une stratégie générale de l'opposition. Donc, ça les discrédite aux yeux de l'opinion? D'une part, oui. D'autre part, on a eu certains gens qui n'ont pas voté hier, les opposants, d'autres qui sont venus voter, les 13e partis qui ont fait leur bulletin nul. Donc tout cela montre qu'on n'a pas pu montrer combien il y a d'opposants en Russie parce que c'est très difficile de compter les opposants quand il y a des stratégies si différentes. Alors il faut dire d'où vient Mémorial, fondé par le prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, à la fin de la perestroïka.